Bonjour à tous. Je suis ravi d'intervenir devant vous tous, même si tout ça est un peu virtuel. Merci à l'Arc de se mettre en 4 pour essayer de faire que ce salon très utile, très intéressant, puisse exister malgré la situation. Pendant une demi heure, 1 heure, on va pouvoir parler du financement des travaux de rénovation énergétique. Je vais donc forcément commencer par rappeler ce que c'est que les travaux énergétiques, ce qui peut être fait et puis ensuite les différents types de financement. Les financements par subvention, c'est ceux qui sont les plus attractifs, les financements par prêt qui sont bien nécessaires aussi et puis ensuite on pourra parler, de ce que vous pouvez faire selon l'étape à laquelle vous vous trouvez, dans votre copropriété. Je vous ferai des cas un peu de cas général et évidemment que par les questions, on pourra faire des cas particuliers. Sachant que les cas particuliers, là, je peux les voir rapidement par le chat, on les verra plus en détail. On a un stand virtuel, on est joignable aussi, par site internet et les moyens normaux et quand je dis «on», eh bien, c'est Île-de-France Énergie. Nous sommes une société un peu particulière parce que nous sommes une société publique qui appartient à la région Île-de-France majoritairement et puis plus secondairement à la ville de Paris, à la Caisse des dépôts et à d'autres territoires, mais qui fournit une prestation, qui est une prestation au service de copropriétaires, c'est-à-dire d'acteurs privés. Je ne sais pas si c'est normal que le précédent intervenant voilà, Non, qui c'est rien, fournit vous OK, inquiétez pas, vous ça pouvez marche. continuer. Merci. Qui fournit une intervention au bénéfice de privés que sont les copropriétés. Donc nous ne travaillons que pour les copropriétés, c'est notre unique, secteur d'activité et en rénovation énergétique, alors je rappellerai que rénovation énergétique, ça veut dire rénovation globale. On vient souvent pas nous voir en disant rénovation énergétique, souvent les gens viennent nous voir en disant: «J'ai besoin d'un ravalement» et de toute façon maintenant quand on fait un ravalement, il faut bien isoler et puisqu'on fait ça, c'est peut-être l'occasion de redonner un petit coup de jeune à notre bâtiment et au passage d'améliorer l'efficacité énergétique. Donc nos équipes, c'est une équipe de maîtrise d'œuvre avec des architectes, bureaux d'études thermiques avec des ingénieurs thermiciens, plus particuliers des ingénieurs financiers, juristes, spécialistes de la communication et spécialistes de la copropriété. Et le modèle, ce qu'on propose, c'est de rendre simple la rénovation en copropriété, de faire que pour les conseils syndicaux ou plus largement pour les syndicats de copropriétaires qui nous contactent, eh bien, la mise en œuvre d'un projet un peu complexe qui est remettre à neuf un bâtiment, du point de vue global et du point de vue énergétique, soit aussi simple que possible. Donc, vous avez systématiquement un chef de projet ou une chef de projet qui va coordonner derrière les 3 ingénieries qui sont absolument nécessaires pour réussir un projet de ce type. L'architecte, logique, l'ingénieur thermique fluide, qui va, d'une part faire les calculs thermiques et d'autre part, définir les solutions pour le côté ventilation, le côté chauffage, s'ils sont concernés et enfin l'ingénieur financier et je reviendrai assez en détail sur ce côté ingénierie financière parce que c'est celle qui va rendre possible des projets qui pourraient paraître complexes sinon. Hem, D'abord, pourquoi est-ce que les copropriétaires viennent nous voir pour faire des rénovations énergétiques? Souvent la première motivation, c'est notre bâtiment est un peu vieillissant. Des fois, je reprends la phrase qu'on nous a citée il y a 1 an ou 2 quand des copropriétaires sont venus nous voir en disant, «Notre tous les logements sociaux autour de chez nous sont rénovés, on dirait que c'est nous le HLM maintenant» et bah, eux, ils sont allés très vite et eux démarrent leurs travaux, d'une belle grosse rénovation, dans l'ouest, de l'Île-de-France. La deuxième motivation, bah, c'est l'entretien du bâtiment, c'est-à-dire le bâtiment est un petit peu vieillissant, il faut traiter les pathologies, il faut de toute façon faire un ravalement, donc on embarque tout. Donc c'est une amélioration technique, une amélioration esthétique, c'est une amélioration de confort. On a beaucoup de copropriétaires qui viennent nous voir parce que, certains ont trop froid. Parfois, en hiver, la moitié a trop froid et l'autre moitié a trop chaud parce que, dans un bâtiment qui perd l'énergie, eh bien, c'est difficile de bien équilibrer le chauffage et de plus en plus de gens viennent nous voir parce qu'ils ont trop chaud l'été. Hem, les questions d'économie d'énergie comptent aussi, mais elles sont souvent un peu plus secondaires, pas pour tout le monde, mais pour certains. Et enfin, tout ça, eh ben, ça a pour résultat d'augmenter la valeur du bien. C'est-à-dire que quand on a fait une rénovation énergétique, le bâtiment vaut plus qu'avant de la faire. Et ça, les notaires le mesurent, hein. Le graphique que vous voyez ici, c'est un notaire qui vient de la chambre des notaires, qui nous dit, par exemple, qu'en moyenne, en grande couronne Île-de-France, on a 15 d'écart de valeur entre les meilleures et les moins bonnes classes énergétiques, toutes choses égales par ailleurs. Donc pour un même lieu, une même taille, un même état du bien. Donc 15 de valeur, c'est quand même beaucoup sur un bien. Donc aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'une rénovation énergétique, c'est une prise de valeur importante du bien. Et qu'est-ce que c'est qu'une rénovation énergétique? Et a priori, c'est essayer de traiter tous les endroits où le bâtiment perd. Et vous verrez que pour beaucoup, traiter ça, ça veut dire améliorer le bâtiment, pas seulement sur l'énergie. La première chose, c'est isoler par l'extérieur.
Quand est-ce qu'on isole par l'extérieur? Bah, quand le bâtiment commence à montrer des petits signes d'un besoin de ravalement, qui devient un peu ringard esthétiquement ou qui commence à avoir, des petites pathologies du bâtiment, des moisissures ou des coulures ou des épaufrures, enfin toutes sortes de signes de vieillissement d'une façade. Une fois qu'on fait, l'isolation avec, le ravalement, on va déjà avoir un bâtiment plus sain et plus beau. Ça va être l'occasion de traiter les fenêtres anciennes. Évidemment que les copropriétaires qui ont récemment changé leurs fenêtres ne vont pas les changer, mais c'est l'occasion de traiter les fenêtres, d'origine ou les fenêtres qui ont plus un certain âge. Hem Et puis on va en profiter, si la toiture est un petit peu ancienne, pour faire la rénovation de la toiture et son étanchéité. On va en profiter aussi pour isoler le bas du bâtiment. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a traité toutes les menuiseries, les fenêtres et les portes, les murs, la toiture et les planchers bas, bah, ça veut dire que votre enveloppe est toute belle, votre bâtiment perd peu d'énergie par son enveloppe. Donc il faut cette fois-ci traiter la ventilation, puisque beaucoup de bâtiments ont des ventilations dites naturelles, hein, surtout dans les années 50, 60, 70, on commence à avoir des ventilations mieux, un peu plus performante, mais souvent en ventilation naturelle, on va avoir tendance à ventiler trop l'hiver, donc vous faire entrer du froid, ça vous fait d'une part consommer de l'énergie et c'est une source d'inconfort importante. Ce qui fait que beaucoup de gens les bouchent et boucher une ventilation, c'est assez catastrophique du point de vue des pathologies avec des risques de moisissure importants. Donc on va travailler sur les ventilations et enfin, on va travailler sur le chauffage. Quand on a fait tout ça, on a fait une grosse rénovation énergétique complète. Alors ça, c'est la totale. Selon les cas, ben, on va faire une partie de tout ça. Mais voici les gros postes d'une rénovation énergétique. Les grandes étapes, je reviendrai en détail sur qu'est-ce qu'on peut faire à quel moment, mais si on prend tout le cycle, vous verrez on n'est pas obligé de faire tout le cycle. Mais si on reprend tout le cycle, eh bien, on peut commencer par un audit architectural, énergétique et financier. Je vous insiste beaucoup, il vaut mieux éviter de faire un audit énergétique seul, parce que s'il n'y a pas une dimension financière et architecturale, il ne vous servira pas à grand-chose. Chez nous, si vous nous faites réaliser l'audit, ça vaut aussi DTG, hein, c'est un diagnostic technique global. Et puis ensuite, ça pourra vous emmener vers une conception de programme de travaux, c'est-à-dire définir en détail les solutions techniques, l'apparence de votre futur bâtiment et la consultation des entreprises, qui amènera jusqu'à un vote des travaux. Et ensuite, mobiliser les financements, ce dont on va parler ensuite, et, et réaliser les travaux en s'assurant, après les travaux, que la performance, la qualité soit bien là. Ce qu'on vous propose et ce qu'on vous encourage à rechercher, c'est toujours d'essayer d'avoir un interlocuteur unique pour ne pas vous faire balader entre les différentes ingénieries, l'architecte, le bureau d'études thermiques fluides et l'ingénierie financière. Les trois sont nécessaires et si les trois sont intégrés en un, ça vous simplifiera beaucoup la tâche. Et sur le côté financier, où en est-on? Bah, sur le côté financier, il y a une enveloppe globale de travaux qui sera à financer une fois que vous aurez fixé votre programme de travaux, ce à quoi évidemment on peut vous aider. Hem, Vous avez le coût total des travaux pour la copropriété, donc tous les travaux, heu, collectifs en partie commune, éventuellement des travaux qu'on appelle privatifs d'intérêt collectif, c'est-à-dire les fenêtres par exemple, elles peuvent être privatives d'intérêt collectif. Même si c'est une partie privative, eh bien elles peuvent passer par les comptes, du syndicat de copropriétaires géré par le syndic hem et être obligatoirement réalisé. Donc on a cette enveloppe globale à financer. On va d'abord avoir des subventions collectives. Les subventions collectives, c'est des subventions qui bénéficient aux syndicats de copropriétaires et donc à tout le monde, quel que soit son statut d'occupation, hein, qu'il soit propriétaire bailleur ou propriétaire occupant, et même souvent, s'il est tertiaire ou pas un logement, ça va au syndicat de copropriétaires et donc ça bénéficie à tout le monde en fonction de sa quote-part. Ces aides, il y en a 2 aujourd'hui, je vais les détailler un petit peu après, les certificats d'économie d'énergie et la nouvelle aide MaPrimeRénov'CoPro. Ensuite, on a des aides individuelles. Les aides individuelles, ce sont, les aides individuelles pour les ménages à revenus modestes ou très modestes. J'insisterai peu là-dessus parce que le gouvernement est en train de les revoir, donc on sait qu'elles existent, mais on n'a pas encore les détails. Et puis ensuite, je pourrais en dire un mot selon votre intérêt. On a les aides pour les propriétaires bailleurs, notamment ce qu'on appelle le déficit foncier ou la déduction de charges foncières. Alors, un mot sur MaPrimeRénov'Copropriété, qui est donc la toute nouvelle aide la toute nouvelle aide qui a été lancée en septembre, dont on aura les détails un petit peu plus tard, mais dont on sait déjà pas mal de choses. La première chose que l'on sait de cette aide,
eh bien, c'est qu'elle bénéficie au syndicat de copropriétaires et ça, c'est assez nouveau. Il y avait jusqu'ici surtout des aides individuelles, ce qui en copropriété peut être un petit peu compliqué. Donc on a aujourd'hui une aide qui est, beaucoup plus performante parce qu'elle bénéficie au syndicat de copropriétaires. Hem, on a une aide pardon, c'est une aide qui va exiger de faire des rénovations énergétiques globales, ce qui est logique parce que c'est ça qui permet d'avoir des performances énergétiques intéressantes. C'est une aide par ailleurs qui, qui exige au moins 35 d'économie d'énergie, ce qui s'atteint assez facilement, hein. Je vous montrerai à la fin que nous sommes sur nos projets à environ, à en moyenne 50 d'économie d'énergie environ. Donc ça s'obtient assez facilement et le montant de cette aide va être un quart du montant éligible, donc un quart des travaux qui concernent, les économies d'énergie. Donc c'est une aide assez importante. Elle est plafonnée à 3 750 € par logement. Donc si on est au plafond, une grosse copropriété de 100 logements aura droit à 375 000 € d'aide. Donc c'est une aide de montant important. Elle va même être bonifiée, hein, majorée, si c'est un bâtiment qui perd beaucoup d'énergie à la base, c'est-à-dire, une passoire énergétique dans les classes F ou G, mais il y aura plus 500 € par logement. Si, on est sur un projet ambitieux, c'est-à-dire qu'on vise les classes A ou B, là aussi, il y aura plus 500 € par logement. Et là, c'est un cas un petit peu plus particulier. Si on est dans des copropriétés dites fragiles, c'est-à-dire qui ont des taux d'impayés un petit peu importants, eh bien là, on va avoir une grosse bonification, une bonification de pardon, je me suis aperçu que je n'avais pas lancé le PowerPoint. Une grosse bonification de 3 000 € par logement, donc très important. Par contre, ça va supprimer une autre aide. Donc il faudra, avec l'entreprise qui vous accompagne, éventuellement nous, peser le pour ou le contre, si vous êtes éligible à cette partie. Par contre, vous voyez bien que si vous avez ces 3 000 € là, plus les 3 750 et éventuellement un des bonus, classe FG ou classe AB, ça fait une aide très importante. Il y a de toute façon une obligation d'être accompagné. On n'a pas droit à cette aide si on n'a pas ce qu'on appelle une AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage, hein, une société qui vous aide dans le pilotage de cette opération. Ça peut être nous, ça peut être une autre société évidemment. La prestation est subventionnée en partie, même si c'est obligatoire. 25 est pris en charge, 25 du TTC est pris en charge, avec un plafond à 180 € par logement. Mais bon, on a toujours été très, ce que les prix qu'on propose sont très en dessous du plafond, hein. Donc plafond de 180 € par logement, ça veut dire plafond de subvention à 180, donc plafond de prestation qui serait à 720 par logement. Nous sommes heureusement beaucoup plus bas que ça quand nous faisons, que l'AMO. Hem, Autre aide, la prime, certificat d'économie d'énergie. C'est une prime qui est souvent connue en copropriété parce qu'elle, elle existe depuis assez longtemps. C'est une prime, alors ça peut surprendre, qui est versée par les fournisseurs d'énergie. Il est obligatoire pour les fournisseurs d'énergie, EDF, Total, mais aussi Carrefour, ou Leclerc, qui sont des vendeurs de pétrole et donc des fournisseurs d'énergie, Engie et tous les autres, sont obligés de contribuer aux économies d'énergie. Et à ce titre-là, eh bien, ils vont aider des opérations d'économie d'énergie pour prouver à l'État qu'ils ont bien rempli leurs obligations. Et pour aider, pour encourager les opérations d'économie d'énergie, eh bien, ils versent des subventions qu'on appelle parfois des primes énergie ou des primes certificats d'économie d'énergie. Ça peut être les fournisseurs d'énergie ou des opérateurs spécialisés qui ont un agrément pour ça. C'est notamment le cas d'Île-de-France Énergie qui peut directement vous verser cette aide. En général, les certificats d'économie d'énergie, ça se calcule d'une manière un petit peu complexe en regardant le nombre de mètres carrés isolés en toiture, le nombre de mètres carrés isolés en façade, le nombre de fenêtres, le nombre de robinets thermostatiques, et ça donne un calcul un peu complexe. Eh bien, depuis le mois dernier, le gouvernement a choisi de rendre plus simple les certificats d'économie d'énergie lorsqu'il s'agit d'une rénovation globale. Et ils ont eu la bonne idée de décider qu'une rénovation globale, c'était comme pour ma prime en copropriété, quand on atteint 35 d'économie d'énergie. Donc là, on a une incitation assez importante, à faire des rénovations globales encore, c'est-à-dire essayer de faire plusieurs postes à la fois pour transformer un bâtiment vieillissant en un bâtiment performant. Et donc cette bonification des certificats d'économie d'énergie, plus simple et plus élevée, elle nous permet, nous, de verser maintenant entre 1 500 € et 2 000 € par logement. Sur les opérations, là, on en a déjà calculer ces primes pour 6 copropriétés, hein, 6 copropriétés chez nous, ça fait 400 ou 500 logements en général. Hem, eh bien, on est sur des montants importants. Il y a une copropriété, le premier contrat qu'on a envoyé il y a quelques jours, la copropriété on leur avait fait un contrat à 65 000 €.
de certificats d'économie d'énergie classiques, comme ça se faisait avant, eh bien, dès qu'on a eu le droit de distribuer le bonus, on leur a renvoyé un autre contrat en leur disant: «Finalement, vous aurez 108 000». Donc c'est plutôt avantageux pour eux et c'est une copropriété de seulement 40 logements. Je continue pour la suite. Alors, je vois pas les questions, donc je les Heu, regarderai à la fin. oui, oui, vous pouvez continuer, OK, il y a enfin, oui, il y a 1 ou 2 questions pour le moment, si vous voulez, on peut y répondre tout de suite. OK. On peut les Ou prendre à la limite, ouais. alors, il y a eu la première question, c'était monsieur José Fortunato, je crois, qui demande, en ce qui concerne un immeuble pierre de taille de type haussmannien. Mmh. C'est tout, c'est la question, Ah, la rénovation alors énergétique pour les immeubles haussmanniens. si c'est pierre de taille au sens large, déjà, on peut isoler des bâtiments en pierre de taille par l'extérieur, pas haussmannien, je vais y revenir. Pierre de taille, on a déjà conçu des rénovations pour des immeubles en pierre de taille, mais en mettant de la pierre en bardage en extérieur. Si c'est de l'haussmannien, même si on met de la pierre en bardage à l'extérieur, ça risque de pas passer. Donc dans ce cas-là, il faudra travailler sur tout le reste. Travailler sur les fenêtres, travailler sur l'isolation des planchers de la toiture, des planchers bas si on y a accès, travailler sur le chauffage s'il est collectif, hem, de travailler sur la ventilation. Donc c'est toucher à tous les autres postes, mais évidemment, ça va être difficile. Alors, pardon, difficile d'isoler par l'extérieur la façade. Après, il y a parfois des pignons, ça dépend des cas. Mmh. Assez souvent, on est sur de l'habitat en bande, donc il y en a pas, mais s'il y en a, on peut les isoler et des façades sur cour qui sont isolables. Donc on va traiter tout ce qu'on peut. En gros, on va repartir de ce que j'ai décrit au début, hein, isoler, toutes les façades, les planchers hauts, les planchers bas, les fenêtres, la ventilation et le chauffage et on va retirer tout ce qui n'est pas faisable pour des questions, patrimoniales, des questions financières ou autres. Monsieur Fortunato précise qu'ils sont au chauffage vapeur collectif. D'accord. Bah, chauffage vapeur, ça veut c'est chauffage à vapeur, on sait donc ils sont à Paris parce qu'il y a que la CPCU quasiment, enfin, il y a qu'à Paris qu'on chauffe à la vapeur. Il y a d'autres réseaux de chaleur, mais ils sont souvent pas en vapeur. Donc là-dessus, on va pas tellement pouvoir améliorer effectivement, donc ça veut dire qu'on va intervenir sur les autres postes: ventilation, fenêtre, toiture et éventuellement plancher bas. D'accord. Alors, nouvelle question, notre résidence n'a pas de volet. Hem, Cela fait-il partie de la rénovation énergétique? Ça peut compter surtout dans le confort d'été. Les volets ou plus globalement les occultations extérieures vont pas changer grand-chose dans la performance énergétique l'hiver pour vous protéger du froid. Vous faire une vraie isolation par l'extérieur en traitant bien les retours en tableau, isoler l'encadrement et une fenêtre performante, ça va vous isoler du froid beaucoup plus que n'importe quel volet. Par contre, pour vous protéger du chaud, des surchauffes d'été, les occultations extérieures peuvent beaucoup compter selon votre orientation évidemment, hein. L'occultation extérieure au nord, ça peut vous protéger de la lumière, mais pas de la chaleur. Donc ça s'étudie, mais les volets peuvent jouer effectivement. D'accord. Nouvelle question. Bonjour. Un DTG, il y a 1 an, nous a prévu uniquement 22 de gain d'énergie pour notre immeuble vieillissant. Comment être sûr d'arriver à 35? Alors, bon, je peux jeter un œil à ce DTG déjà, si c'est en Île-de-France, on intervient qu'en Île-de-France, mais sinon, allez voir une autre société qui vous aidera. Aujourd'hui, bon, nous, on faisait déjà toujours des scénarios au moins 35 d'économie d'énergie parce que ça fait assez longtemps qu'on sait que les aides vont plutôt pousser à ça. Heu, on n'a jamais vu de cas où on n'arrive pas à 35 d'économie d'énergie, sauf quelques cas particuliers. Un immeuble récent, un immeuble des années 2000, bah, c'est pas simple parce qu'il est déjà isolé, donc on a du mal à les atteindre. Un immeuble, haussmannien, ça peut être difficile parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut pas faire. Alors si on peut isoler sur cours, si on peut traiter beaucoup de choses, on peut les atteindre, mais c'est loin d'être gagné. Mais un immeuble, où on peut toucher aux façades, ça semble pas très difficile de les atteindre. Donc il faut voir quel est le scénario de travaux qui avait été envisagé. Nouvelle question. L'isolation des sous-faces sont maintenant moins prises en charge par les C2E. Nous voulions le faire, mais dans ce contexte, c'est moins intéressant. Y aura-t-il un nouveau financement dans les prochains mois pour cette isolation? Alors l'isolation en sous-face des planchers bas, elle a pu être prise en charge par les C2E à un montant qui permettait de le faire à 0 ou 1 €. Ça a fait beaucoup, beaucoup d'isolation. Ça a fait beaucoup d'isolation à basse qualité, voire à qualité catastrophique. Il n'y a pas eu que ça, mais il y en a eu beaucoup. On a vu beaucoup de choses affreuses et de copropriétaires très mécontents. Donc moi, j'incite toujours à se méfier du gratuit. Il vaut mieux, toujours chercher le meilleur rapport qualité-prix et si on regarde que le prix, on peut être, sûr que la qualité n'y sera pas. Donc c'est un peu moins intéressant parce que c'est plus gratuit.
de fait. Nous, dans les rénovations globales que l'on traite, donc pas seulement les planchers bas, mais la rénovation globale, eh bien les planchers bas ne coûtent pas très cher et les subventions qu'on obtient pour les planchers bas couvrent une grosse partie du coût des planchers bas. Mais par contre, il n'y a pas que ça. On fait d'autres choses. Donc, en gros, si les planchers bas, il y en a pour 10 000 euros, il y aura peut-être bien une subvention de 8 000 pour cette partie-là, mais ce sera qu'une partie d'un programme plus global. D'accord, excusez-moi, hein, pour la sonnerie de téléphone. Heu, Question suivante. Nous avons une proposition pour rénover le calorifugage des canalisations de chauffage dans les sous-sols par une société. Cela impute-t-il notre quota dans les autres domaines d'isolation, prime rénov, et cetera? Oui, chaque fois que vous faites des rénovations par petits bouts, si, je sais pas moi, si vous avez un programme de rénovation globale de 40 qui vous conduirait à 40 d'économie d'énergie, bah, si vous faites séparément le calorifugage de vos réseaux, par une société, qui fait du gratuit et qui a de grandes chances de faire de la mauvaise qualité, et bien dans ce cas-là, vous allez, plus avoir 40 sur le programme global, mais plus que, je sais pas, 38, 37, 36. Donc l'atteinte des 35 va être compromise. Donc moi, j'encourage beaucoup à arrêter ces petits bouts de rénovation qui sont souvent mal faits, mal conçus et à le faire dans le cadre de rénovation globale. Au moment où vous avez besoin d'un ravalement, où le ravalement commence, vous savez qu'il y a pas un besoin urgent, mais qu'il va y en avoir besoin à relativement court terme, d'ici 2, 3, 4 ans. Commencez l'étude d'une rénovation globale et ne vous lancez pas enfin moi j'ai vu tellement de copropriétaires mécontents, déçus parce qu'ils se sont laissés appâter par du gratuit que je vous encourage vivement à ne pas le faire. Hem, alors question suivante. Nous avions une proposition pour rénover non, celle-ci on la vient de la faire. Y a-t-il une aide supplémentaire pour le excusez-moi, hein, j'essaie de Mmh. pour, les résidences en QPV en plus des 3 750 € par mois? Oui, en QPV, donc en quartier prioritaire politique de la ville, bon alors, il faut vérifier parce que maintenant, désolé pour les acronymes, mais entre QPV et NPNRU, il me semble que ça doit être les mêmes quartiers, mais à vérifier. Si je reviens là, vous voyez ma slide sur MaPrimeRénov' copropriété, eh bien on a droit à 3 750 € par logement dans tous les cas, si on répond aux critères au-dessus, hein, on fait suffisamment d'économies d'énergie. Mais si on est en quartier prioritaire politique de la ville, on a le droit de fait à l'aide, dite copropriété fragile, donc 3 000 € de plus par logement. Donc si vous êtes en quartier prioritaire politique de la ville ou en tout cas en quartier NPNRU, mais je crois que ce sont les mêmes à vérifier, eh bien vous avez droit cette fois-ci à 6 750 € par logement, mais vous n'avez plus droit au certificat d'économie d'énergie. Il y a plus de ah si, il y a une question dans les QR. Hem, Nous avons uniquement une production eau chaude sanitaire collective, pas le chauffage qui est individuel. La rénovation de l'équipement ECS peut-il participer aux gains énergétiques globaux? Bien sûr, ça y participe. C'est la première fois que j'entends dans ce sens, parce que c'est très courant, beaucoup des copropriétés qui viennent nous voir sont en chauffage collectif, mais eau chaude individuelle. Donc c'est la première fois que j'entends eau chaude collective, mais chauffage individuel. Mais oui, bien sûr que ça rentre, dedans. Alors ça dépend des économies d'énergie qu'on pourra faire dessus. Sur un réseau d'eau chaude, que l'eau chaude soit pour, l'eau chaude sanitaire ou pour le chauffage, on peut faire des économies d'énergie en isolant le réseau, en changeant la chaudière, hem et si c'est eau chaude, on va pas faire d'équilibrage a priori. Il y a plus de questions, monsieur Coq, OK. vous pouvez Et continuer. ben, merci beaucoup. Je vais, reprendre en disant qu'il existe aussi des aides individuelles pour les ménages qui ont des revenus dits modestes ou très modestes, donc des ménages sous condition de revenus. Celles-ci sont en train d'être vues. Donc on ne sait pas exactement comment elles vont s'articuler avec MaPrimeRénov' copropriété, le nouveau gros socle d'aide en rénovation énergétique de copropriété. Mais on sait qu'il y aura quelque chose et on l'attend vraiment pour, dans quelques semaines au plus. On nous a dit la fin de l'année. La fin de l'année, c'est dans 6 semaines. Et comme ce ne sera pas entre Noël et le jour de l'an, allez, ça fait 5 semaines. Hem, je ne sais pas si certains veulent lever la main, s'ils sont intéressés par, le fait de détailler les aides pour les copropriétaires bailleurs. Je ne sais pas si vous savez comment lever la main. C'est des aides qui sont un tout petit peu techniques, donc je ne vais peut-être pas rentrer dedans. Ah, il y en a au moins 2. Bon, ça marche. On va parler un petit peu. Quand on travaille avec, des copropriétés, nous, on va de toute façon prendre le temps de faire une aide, une information spécifique aux copropriétaires bailleurs, en leur distribuant une note juste pour eux et en leur proposant, s'ils le souhaitent, un webinaire.
Aujourd'hui, tout le monde fait des webinaires, mais il y a 3 ans ou 2 ans, quand on proposait un Zoom pour les bailleurs, ça surprenait un peu plus. Maintenant, donc on les fait et on explique les différentes aides. Les bailleurs ont droit évidemment aux aides collectives. Donc les 2 que j'ai décrites, MaPrimeRénov' copropriété et les certificats d'économie d'énergie bénéficient à tout le monde et donc aux bailleurs. Et ensuite, il y a une aide qui est spécifique, qui est ce qu'on appelle des fois on dit le déficit foncier ou déduction de charges foncières. Vous savez que tout bailleur, ou chaque fois qu'on gagne de l'argent, on est censé payer des impôts dessus. Parfois, on paye des impôts au titre de l'impôt sur le revenu, et puis parfois, ça peut être des impôts au titre des revenus fonciers. Quand ce sont des revenus fonciers, on va payer deux types d'impôts. D'une part, une contribution sociale de 17% des revenus, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, ces revenus vont s'ajouter aux revenus du propriétaire. Donc, il va ajouter ce qu'il a gagné à son imposition et puis il va être imposé. Alors, selon les gens, certains sont imposés à zéro, d'autres à 45%, souvent entre les deux. Donc, selon votre taux marginal d'imposition, vous devrez payer 17% plus le taux marginal d'imposition. Ça peut faire donc des montants élevés. Et l'assiette d'imposition, c'est ce que vous gagnez. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez gagné en net. Vous prenez vos produits fonciers. J'ai j'ai 10 000 euros de produits fonciers sur une année, mais j'en ai eu pour 4 000 euros de charges. Donc, vous ne payez des impôts que sur 6 000. Et si vous réalisez des travaux, eh bien, ça vous fait des charges foncières. Donc, vous allez les déduire de votre assiette imposable. Donc, ça veut dire que tous vos travaux vont vous réduire de manière très importante votre imposition. Et si vos travaux sont tellement importants que finalement votre résultat foncier est nul, c'est-à-dire que sur une année, vous gagnez 10 000 euros et vous avez 10 000 euros de travaux, bah, vous avez un résultat foncier nul. Donc vous n'allez pas payer d'impôt sur ces revenus fonciers. Et si même ces revenus fonciers sont plus faibles que vos travaux, vous faites pour 15 000 euros de travaux alors que vous gagnez 10 000, vous allez faire moins 5 000 euros de résultat foncier. Bah, vous allez pouvoir défalquer ces 5 000 euros de vos revenus non fonciers, de vos revenus généraux. Et ce déficit foncier que vous pouvez le reporter jusqu'à 10 700 euros sur vos revenus, sur votre imposition sur le revenu. Donc ça fait un montant important. Et si ces 10 700 ne suffisent toujours pas, si vous faites des gros travaux, alors vous allez pouvoir reporter ce qu'il reste sur tous les revenus fonciers des 10 prochaines années. Donc entre les revenus fonciers de la première année, 10 700 sur vos revenus non fonciers et les revenus fonciers des 10 années suivantes, vous pouvez défalquer des très très gros travaux. Il faut juste préciser une dernière chose, après je vais peut-être arrêter avec ce qui est un petit peu spécifique. Le copropriétaire est doit être au régime dit réel. C'est-à-dire que pour calculer les impôts, il y a 2 façons. Soit vous gagnez moins de 15 000 € de revenus fonciers et vous souhaitez être à un régime simplifié, et bien dans ce cas-là, l'État a prévu que vous puissiez avoir un régime simple où vous ne devez pas calculer vous-même votre résultat foncier. Vous dites combien vous avez gagné et l'État vous dit: «Je vous enlève 30 en considérant que la gestion de votre bien vous coûte 30 de ce qu'il vous rapporte». Votre syndic, vos assurances et tout autres petits travaux et petites dépenses. Ça, c'est le régime dit simplifié ou micro-foncier. Si vous voulez déduire les travaux, vous devez quitter ce régime-là pour passer au régime réel. Et cette fois-ci, vous allez devoir calculer précisément: j'ai gagné tant et j'ai dépensé tant. Et ce régime réel, on ne peut pas tous les ans passer du régime réel au régime micro-foncier. On doit rester au moins 3 années si on décide de passer au régime réel. Voilà, c'était un petit peu sommaire. Désolé pour ceux qui n'étaient pas concernés par cette parenthèse, mais comme ça, vous savez, parce que je fais cette précision, j'entends trop souvent dire: «Mais les bailleurs ne sont pas aidés». En fait, les bailleurs ont des dispositifs, comme les autres quand c'est les aides collectives, et sinon, c'est des dispositifs qui sont un petit peu plus techniques, qui demandent un peu plus d'explications, mais qui les encouragent aussi beaucoup à faire des travaux. Non, mais les bailleurs, ils vous remercient sur le chat là. D'accord, bah, tant mieux. Oui, je vois pas le chat en même temps. Merci. Bon, là, j'ai détaillé toutes les aides ou en tout cas survolé toutes les aides. Et les aides, même si maintenant elles sont assez favorables, assez élevées, elles ne vous payent pas 100 de vos travaux, ce qu'on peut comprendre quand même. Et donc il va falloir trouver un moyen de financer le reste. Pour financer le reste, je reviens un tout petit peu en arrière, le reste à charge, vous voyez sur la dernière colonne, eh bien il y a le fonds travaux. Bon, on aimerait qu'il finance tout. En pratique, sur des travaux un peu globaux, le fonds travaux ne va pas financer une très grosse partie. Nous, on a même tendance à recommander de plutôt l'utiliser pour financer les études préalables, l'audit ou la conception du programme de travaux. Parce que des fois, ça peut en couvrir la totalité.
plutôt que de les garder pour le programme de travaux et que ça aide pas beaucoup. Ensuite, eh ben, on peut utiliser, si on a la chance d'avoir de l'épargne, son épargne. Excusez-moi. Hem Et enfin, eh bien, on va pouvoir recourir au prêt. Bon, là aussi, les copropriétaires peuvent dire: «Moi, je me débrouille avec ma banque, je vais chercher un prêt». Tant mieux, tout va bien pour eux. Mais là, ce que je vais détailler, ce sont des prêts collectifs. Donc, si un copropriétaire choisit de ne pas recourir à une solution qui lui est propre, de l'épargne ou du prêt, mais de recourir à une solution collective. Le prêt collectif, c'est un outil qui est très puissant. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le syndicat de copropriétaires qui, via son syndic, signe le contrat de prêt. C'est lui qui s'engage. Mais ensuite, les copropriétaires vont chacun individuellement décider de souscrire ou non à ce prêt. Certains vont peut-être dire: «Je veux rien avoir avec ça parce que j'ai de l'épargne, parce que la copropriété, ça va, j'ai assez à faire avec elle». Ils se débrouillent. Mais tous ceux qui souhaitent recourir à ce prêt, eh bien, ils vont pouvoir recourir à ce contrat unique pour tous et dire: «Moi, je veux, moi, il me manque 3 000 € pour boucler mon budget travaux, je demande 3 000, ou moi, j'ai besoin de la totalité de ma quote-part parce que j'ai pas d'épargne ou que je veux pas y toucher». Chacun décide du montant qui est souscrit. Il a pas le droit de souscrire plus que sa quote-part évidemment, et nous, on demande pas moins de 1 500 € pour pas traiter des trop petits dossiers. Mais sous réserve de ces 2 plafonds, hein, pas plus que la quote-part, vous comprenez bien qu'on ne peut pas emprunter 30 000 si on a 10 000 de travaux pour avoir ensuite 20 000, dans un coin. Donc, ça va permettre d'avoir très peu de critères individuels, beaucoup, beaucoup plus simple que si vous alliez chercher un prêt auprès de votre banque. D'abord, les personnes âgées. Une personne de 94 ans peut venir nous demander un prêt de 15 ans. Alors évidemment que la personne de 94 ans, il y a des chances pour qu'elle n'aille pas au bout de son prêt de 15 ans. Et bien, peu importe, on lui prêtera quand même. La personne va décéder en cours de prêt, c'est à peu près certain. C'est évidemment triste, mais le plus important pour nous, c'est de lui trouver une solution, même si on sait qu'elle n'ira pas au bout de son prêt. Et ensuite, eh ben, c'est les héritiers qui vont hériter d'un bien immobilier qui vaut sans doute beaucoup d'argent et d'un prêt d'un montant beaucoup, beaucoup plus faible. Donc, pas de critère d'âge. Et là, j'ai pris un cas extrême en disant une personne qui irait au bout de son prêt à 109 ans, mais on peut aller sur des cas beaucoup, beaucoup plus raisonnables. Dès 60-65 ans, l'accès au prêt devient un petit peu compliqué. Donc, il n'y a pas besoin d'aller sur des personnes âgées pour que ce soit utile d'avoir un prêt collectif. Donc, pas de critère d'âge, zéro critère d'état de santé. Et là, si on va sur les prêts classiques, c'était 40 ans, hein, qu'on demande des questionnaires santé ou des visites médicales. Et ensuite, pour les plus jeunes, en général, eux, il n'y a pas de question de santé, mais très souvent, on est au maximum d'endettement parce qu'on vient d'acheter et qu'on est à 33, 34, 35 de taux d'endettement et que si on va voir sa banque, elle va dire: «Mais non, vous dépassez dans mes ratios, ça ne marche pas». Eh bien, même ceux-là, on peut leur prêter. Pour cela, on a zéro critère jusqu'à 21 000 € d'emprunt, ce qui permet déjà de financer des belles choses. Et si vraiment ils ont besoin de plus de 21 000 €, on peut le faire, mais on va faire un petit calcul de capacité d'endettement, sauf que contrairement à une banque, on va regarder si, on va tenir compte des économies d'énergie. Si, nos calculs nous montrent qu'ils vont économiser 40 € chaque mois, ben, on sait que ces personnes, on aura une petite marge de manœuvre supplémentaire. Les critères quand même qu'on va se mettre, parce qu'on ne prête pas n'importe comment, d'abord, il faut que le projet ait été bien conçu et on ne prête que quand on a conçu le projet ou qu'on vous a accompagné dans le projet. Et ensuite, il faut que les copropriétaires ne soient pas interdits bancaires, évidemment, et que les copropriétaires soient à jour de leurs charges courantes. Alors très tôt, hein, on est sur le projet 1 an ou 2 ans avant le vote des travaux, donc on répète ça. Soyez à jour de vos charges, c'est d'abord bon pour la copropriété, mais ce sera aussi, beaucoup plus sûr pour accéder aux prêts collectifs. Et tout ça, ça va nous permettre de vous faire un prêt à un taux nominal de 0 parce qu'on a un contrat avec l'État qui nous permet de délivrer ce qu'on appelle l'éco-prêt à taux zéro. Donc jusqu'à 30 000 €, donc là, ça fait quand même des grosses quotes-parts, taux 0. Et puis si pour n'importe quelle raison, une partie des travaux ne permet pas d'être couvert par le prêt à taux zéro, par exemple, si une partie des travaux n'est pas énergétique, vous en profitez pour refaire le hall et la cage d'escalier, bah, là-dessus, on vous fera un prêt de marché qui a un taux de 1,66, ce qui est très bas. Enfin, 66 sur 15 ans, c'est quand même plutôt, attractif. Hem Et puis la question qu'on nous pose souvent, qui a peut-être été posée sur le chat, c'est: «Oui, mais si mon voisin ne rembourse pas, j'ai pas envie que ce soit la copropriété qui soit responsable de la dette». Évidemment, la loi a prévu ça. Quand la loi a créé les prêts collectifs en copropriété, elle a imposé qu'il y ait obligatoirement une caution solidaire, c'est-à-dire une forme d'assurance qui fait que si un des copropriétaires ne rembourse pas, la caution se substitue immédiatement à l'emprunteur défaillant.
elle va payer tout ce que devait cet emprunteur et elle va négocier avec lui pour le remboursement. Donc la copropriété ne porte aucun risque collectif, aucun risque de mauvais remboursement. Donc c'est en ça que c'est un outil qui est très puissant. D'une part, les taux sont très bas, mais surtout un accès très très large aux prêts. Et puis, alors après, je pourrais passer aux différents cas, mais où nous en sommes à ce jour, nous avons travaillé pour 65 copropriétés, donc parfois simplement des audits ou des diagnostics, parfois toute la conception d'un programme de travaux ou l'accompagnement. Ça fait 10 000 logements. Et parmi eux, 3 300 ont déjà voté les travaux. Les autres sont soit encore en cours d'étude, soit ont choisi au terme d'un audit de ne pas aller plus loin. Et on est en moyenne à 48% d'économie d'énergie. Et ça, c'est important à préciser, un quart des ménages bénéficiaires de nos travaux étaient à revenus modestes ou très modestes. Ce qui veut dire que les ménages à bas revenus, ça peut fonctionner pour eux aussi parce qu'ils ont des aides plus importantes, mais aussi que les 75% des ménages pour qui on a travaillé sont des ménages moyens, pas pauvres, pas riches, mais juste des gens normaux. Je ne sais pas si on prend quelques questions avant de passer à cette Oui, étape-là. tout à fait, oui, oui, on peut prendre, Ouais. dernière question. Il y a quelques petites questions. Alors, comment ça se passe en cas de vente d'un appartement? Alors sur le prêt, en cas de vente d'un appartement, il y a deux possibilités. Par défaut, il y a une déchéance du terme. Donc si on vend, eh bien, il faut rembourser le prêt. Ce qui est le plus souvent choisi par le vendeur, parce que le vendeur va vendre un bien à 200, 300, 400 000 euros, voire plus, il est à Paris, et pour une somme assez importante, et il va lui rester un prêt à 5, 10, 15 000 euros. Donc souvent, il va faire plus simple, c'est solder son prêt. Et dans ce cas-là, il y a zéro indemnité de remboursement anticipé. Mais il peut aussi dire non, je ne peux pas, je ne veux pas solder mon prêt. Et dans ce cas-là, il peut transmettre le prêt à l'acheteur. Il faut simplement que l'acheteur soit d'accord et que la banque et la caution donnent leur accord, enfin le prêteur et la caution donnent leur accord aussi. Donc il est possible de se transmettre le prêt, mais l'usage le plus courant, c'est de solder le prêt. Nouvelle question, c'est: «Bonjour, pour un immeuble de 1930, si nous faisions un ravalement sur une seule façade, est-ce que cela serait intéressant ou aberrant au niveau énergétique?» Ça s'étudie. Moi, quand je vous ai expliqué au début, il faut tout traiter, c'est le cas théorique, tout traiter. Et après, à chaque fois, sur chacun de nos projets, on dit bah, je veux tout traiter, mais ça, c'est un peu compliqué, passer en pied chez le voisin. Ça, c'est une façade esthétiquement très intéressante, on ne peut pas l'isoler par extérieur, donc on adapte. Une façade, c'est pas énorme, mais si c'est la façade nord, ça vaut vraiment le coup. Si c'est la façade sud, un petit peu moins. Euh, donc, ça dépend des contraintes. Tout ce qu'on isole, plus on isole, mieux c'est, de toute façon. Et il faut voir. Chaque fois, de toute façon, chaque fois qu'on doit ravaler, il faut prévoir d'isoler et ne pas isoler que si on a vraiment une bonne raison de le faire. Sachant qu'en copropriété, l'isolation par l'extérieur n'est pas vraiment une question, il n'y a que ça. L'isolation par l'intérieur, alors vous imaginez bien déjà qu'on n'isolerait pas très bien parce qu'à chaque mur de refend et à chaque cloison, on n'isole pas. Donc ça ferait un gros paquet et à chaque plancher intermédiaire. Donc ça ferait beaucoup de zones où on n'isole pas. Ça va créer ce qu'on appelle des ponts thermiques. Donc ça ne va pas être très performant. Ensuite, il y a la perte de surface, mais surtout, c'est une décision individuelle. Autant isoler par l'extérieur, c'est une décision collective qui relève de l'Assemblée générale des copropriétaires, mais isoler par l'intérieur, c'est une décision individuelle de chacun. Donc, si on parle d'une copro de 3 logements, bon, les 3 peuvent se mettre d'accord et dire c'est trop compliqué par l'extérieur, on va le faire ensemble par l'intérieur. Mais sur une copropriété un peu plus grosse, comme la plupart des copropriétés sont, hein, 10, 30 ou 100 logements, eh bien, dans ce cas-là, on va, on va pas pouvoir tous en même temps isoler par l'intérieur et celui qui isole va pas réellement trouver d'économie d'énergie. Il aura un gain de confort quand même, puisque son mur, ça sera d'être froid, mais il ne gagnera pas d'énergie. Donc voilà, pour revenir au mur, isoler un seul mur, s'il y a de bonnes raisons de le faire, de se limiter à ça, pourquoi pas, mais il faut toujours essayer, mieux essayer d'en faire le plus possible. Merci monsieur Claustre. Je regarde si on a d'autres questions entre-temps. Est-ce que vous intervenez en Haute-Normandie? Alors, nous, non, on ne peut pas intervenir en Haute-Normandie. Par contre, on peut vous. Mais à la fin, dans le et maintenant, on fait quoi? Je vous dirai où vous pouvez aller. D'accord. Est-ce que vous donnerez aussi un numéro de téléphone? Parce qu'on demande un numéro de téléphone. Oui. D'accord. Alors, nouvelle question, quels sont Et juste le numéro de téléphone, vous pouvez le trouver soit sur la page du Salon de l'Arc de notre stand, soit sur notre site à nous, à Île-de-France Énergie. hem, quels sont les travaux à privilégier qui permettent d'atteindre au moins 35% d'économie et quels critères?
Alors, j'ai du mal à dire lesquels il faut privilégier parce que ça dépend des cas. Il faut partir de la liste que j'ai faite tout à l'heure. Hein, je ne sais pas si je vous la refaire, mais isoler les cas de façade, les menuiseries anciennes, soit les menuiseries privatives, soit collectives, ou les deux. Plancher haut, plancher bas, ventilation, chauffage et réseau de distribution et chauffage. Vous partez de cette liste et vous regardez lesquels vous auriez de bonnes raisons de ne pas faire. Les bonnes raisons de ne pas faire, je peux vous les lister, il n'y en a pas tant que ça. C'est soit un équipement récent. Votre chaudière, vous l'avez changée il y a 4 ans. Vous n'allez pas la changer maintenant. Votre toiture a été refaite, si c'est une toiture terrasse, elle a été refaite il y a 5 ans. Bon, bah, attendez, elle va encore tenir 10 ans. Donc, chaque fois qu'il y a une bonne raison de ne pas le faire, vous pouvez ne pas le faire. Les autres raisons, ça peut être ça empiète chez le voisin, une isolation par l'extérieur. Alors, je considère que ce n'est pas une bonne raison parce qu'il faut d'abord essayer. Les voisins, très souvent, acceptent. Hein. Nous, on va régulièrement voir des voisins. Et dans ce cas-là, ils acceptent qu'on isole sur leur propriété foncière. Mais s'ils n'acceptent pas, bah, ça va être une bonne raison de le retirer. Ou on a eu au début une personne qui nous disait façade haussmannienne. Bah, haussmannien, on peut isoler pignon ou façade sur cour. La façade sur rue, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, il y a une série de cas où on peut retirer une partie des travaux, soit parce que l'équipement est trop récent, soit parce que c'est compliqué architecturalement ou juridiquement. On a aussi on a trouvé quelques cas un peu particuliers, mais sinon, il faut partir du programme complet et retirer ce qui est compliqué, pas faisable. Et n'oubliez pas que chaque fois, plus on en fait, plus on touche de subventions et plus on fait des renouvellements d'équipements qui, de toute façon, il fallait faire. Quand vous changez la chaudière, vous ne dites pas ma nouvelle chaudière me coûte 20 000 euros. La nouvelle chaudière, enfin oui, elle coûte 20 000 euros, c'est sûr, mais vous ne faites pas seulement pour les économies d'énergie. Vous la changez maintenant, mais il aurait fallu la changer de toute façon dans 2 ans. Mon isolation par l'extérieur coûte tant, oui, mais de toute façon, vous deviez faire un ravalement. Donc, il faut bien voir les travaux qui étaient à faire de toute façon. Nous, quand on change des fenêtres qui ont 60 ans, on sait très bien qu'on ne les change pas que pour les économies d'énergie. Des fenêtres qui ont 60 ans sont de toute façon à changer parce qu'elles laissent passer les courants d'air, elles laissent passer le bruit et souvent elles commencent à être fortement abîmées. Donc voilà, j'ai fait une réponse un peu générique et après c'est au cas par cas. Qu'est-ce qui vous différencie de votre concurrent Cnova? Euh, c'est un concurrent partiel, c'est-à-dire que Cnova est un maître d'œuvre intégré où ils vont faire la maîtrise d'œuvre architecturale et la maîtrise d'œuvre thermique et fluide tout en un, en étant spécialiste de la copropriété. Ça, c'est ce qu'on a en commun. Ce qui nous différencie, c'est qu'on fait l'ingénierie financière nous-mêmes et qu'on fait les prêts nous-mêmes. Je n'ai pas précisé non plus qu'on fait, je n'ai peut-être pas le temps de tout dire, des prêts avance d'aide, les prêts pour les ménages à revenus modestes ou très modestes, les aides pour les ménages à revenus modestes ou très modestes, on les avance pour qu'ils n'aient pas à les avancer eux-mêmes. Ma prime neuf copropriété, on va l'avancer. Donc, c'est le fait qu'on intègre la banque et l'ingénierie financière nous-mêmes. Donc, il y a une partie de l'activité en commun et une partie où on est différent. Euh, à nouveau, Monsieur Fortunato qui demande, qui dois-je appeler? Le syndic, le conseil syndical? Votre diagnostic est-il gratuit? Et non, il n'est pas gratuit parce qu'il y a des gens qui travaillent. Donc, évidemment que diagnostic, vous nous envoyez les éléments que vous avez déjà et on peut vous dire ce qu'on pense qu'il faudrait faire. Mais par contre, réaliser un diagnostic technique global, un audit, ça coûte de l'ordre de 80 à 150 euros par logement. C'est de cet ordre de grandeur. Allez-y, Monsieur Claustre, et peut-être que vous avez la dernière Eh partie. bien, allez, je vais reprendre la dernière partie en disant notamment ce qu'on peut faire maintenant, selon les cas où vous vous trouvez. Si vous êtes motivé, vous personnellement, vous pensez ou vous êtes presque sûr qu'il faut faire des travaux de ravalement et éventuellement d'autres choses, et que vous pensez que la copropriété peut vous suivre, attaquez directement ce qu'on appelle les études de conception. Donc, dans le schéma que j'ai montré tout à l'heure, ce n'est pas la peine de faire un audit. Un audit, je le dirai après, ça sert à se demander où on en est. Si on sait qu'on a besoin au moins d'un ravalement, eh bien nous, on vous fera toutes les études de conception. On mettra plusieurs scénarios dedans, mais en faisant ça, vous gagnez 1 an et vous économisez ce que vous aurez coûté l'audit. Donc, il vaut mieux, quand on sait qu'on peut aller directement en conception, partir là-dessus. L'ordre de grandeur de coût de cette mission de conception, pour les études architecturales, les études thermiques et fluides, l'ingénierie financière et l'accompagnement, tout en un, on va être entre 350 et 650 euros par logement. Donc, c'est évidemment des études qui sont un peu plus chères. C'est pour ça qu'on ne se les paye que si on sait qu'on doit au moins faire un ravalement et éventuellement un peu plus. Si, en revanche,
vous êtes motivé, mais vous êtes encore un peu seul ou encore un peu perdu, ou les autres copropriétaires sont hésitants, vous n'êtes pas certain qu'il faille faire un ravalement et des travaux globaux. Eh bien, on commence par un audit parce que, comme je l'ai dit, c'est un petit peu moins cher, donc c'est un peu moins engageant. Et si on n'est pas sûr de faire des travaux, on ne va pas perdre une somme trop importante. Sur les montants que j'ai donnés pour la conception, ce qu'on propose aussi, quand j'ai dit entre 350 et 650, on propose souvent une porte de sortie au milieu. On vous fait des études jusqu'au milieu et si vous pensez que finalement vous n'irez pas au bout, on ne facture que la moitié. Pour ce qui est de l'audit, eh bien cet audit-là, il va vous permettre de voir quelle est la consommation d'énergie, analyser la consommation d'énergie actuelle, vous dessiner plusieurs scénarios de travaux, des scénarios très ambitieux, des scénarios moyennement ambitieux, des scénarios pas ambitieux, et toujours vous faire une analyse architecturale, énergétique et financière. On ne sépare jamais les trois, hein, je vous l'ai dit. Et à la fin, avec vos scénarios et les estimations de coûts, vous pourrez vous dire oui, ça vaut le coup, maintenant il faut qu'on parte sur une conception, ou non, c'est pas pour tout de suite, on va réfléchir encore un peu pour ces travaux. Et puis, troisième solution, malheureusement, je la rencontre un peu trop souvent, les études de conception ont déjà commencé. Mince, il manquait cette étude. Et bien, dans ce cas-là, vous allez pouvoir peut-être vous faire accompagner par nous ou par une autre société. D'une part, parce que pour avoir droit à l'aide MaPrimeRénov' copropriété, il faut être accompagné. C'est obligatoire d'avoir ce qu'on appelle une AMO, une société qui va faire l'ingénierie financière et l'ingénierie sociale, l'accompagnement. Et puis d'autre part, on peut faire plus que ça. On peut au passage vous aider dans le pilotage de votre projet, des fois vous aider dans le pilotage de l'architecte si vous pensez que vous avez besoin d'aide là-dessus. Donc, ça peut se faire à différents moments. Soit vous êtes déjà en conception et vous venez nous chercher pour vous aider sur cet AMO, soit vous avez envie qu'on vous aide à sélectionner votre architecte si vous ne souhaitez pas que ce soit nous. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on va faire du cas par cas, mais il est possible de nous avoir seulement comme AMO, comme accompagnateur. Et puis le dernier, vous êtes encore motivé, mais vous pensez qu'en aucun cas, les autres copropriétaires seraient prêts à débourser ne serait-ce qu'un audit. Vous êtes seul, vous avez besoin de réfléchir. Eh bien, il y a deux choses que vous pouvez faire. D'abord, contacter votre conseil FAIR. Ça va être de l'information de premier niveau, mais c'est des conseils gratuits. Pour la personne en Haute-Normandie, par exemple, elle peut commencer par ça, aller sur ce site internet fair.gouv.fr et trouver son conseil FAIR pour qu'il lui dise ce qu'elle peut trouver sur son territoire. Et puis également suivre une formation, qui est une formation assez simple qu'on a créée pour les copropriétés, éventuellement les syndics ou les professionnels qui interviennent en copropriété, qui ont envie de savoir comment piloter une rénovation énergétique sur leur bâtiment. On a fait une première session en début d'année qui, je vous assure que je ne mens pas, a eu 100% de satisfaction sur 1600 personnes qui sont allées au bout de la formation. La deuxième session est ouverte encore pour un gros mois et on estime qu'on est sur. Vous choisissez le rythme. Hein, le principe d'un MOOC, c'est une formation gratuite en ligne. Donc vous choisissez le rythme, mais si vous choisissez de faire 1 heure et demie par semaine, ça vous prendra à peu près 5 semaines. Si vous choisissez de faire 2 fois plus vite, ça vous prendra 2 fois moins. Et c'est une formation qui vous permettra ensuite de comprendre comment, non pas devenir maître d'œuvre vous-même, mais comment, de quoi vous avez besoin pour votre bâtiment, comment choisir votre accompagnement, votre maître d'œuvre, etc. Et comment monter le projet dans le bon ordre. Voilà sur ce que vous pouvez faire. J'avais un exemple, mais je pense qu'il vaut peut-être mieux prendre des questions que repartir sur l'exemple. Oui. Alors, les toutes petites copros, 5 logements, peuvent-elles vraiment bénéficier de ce genre de programme? Peuvent-elles atteindre 35%? Alors, 35% d'économie d'énergie, pas plus, pas moins que d'autres. C'est même un petit peu plus facile techniquement parce que un petit bâtiment est moins compact. Par exemple, une maison individuelle, on peut couramment faire 70% d'économie d'énergie en maison individuelle. Et une copro de 5 logements, elle est un peu intermédiaire entre un gros immeuble et une maison. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est les coûts de l'accompagnement. Et moi, je vais être clair, si nous, quand on se déplace, si on se déplace pour une personne, pour 5 personnes ou pour 200 personnes, ça nous coûte pareil. Donc, notre accompagnement ne coûte pas le même prix par logement pour 5 logements que pour 200. Donc, c'est pour ça souvent que je disais l'audit va coûter entre 80 et 150 euros par logement. C'est que ça coûte 80 euros par logement pour les très grosses copropriétés et 150 pour les moyennes. Et au-dessus, en général, pour les petites copropriétés, en général, on ne le fait pas parce qu'on a un accompagnement qui est un peu trop sophistiqué pour elles. Il vaut mieux prendre quelque chose de plus simple que nous. Alors je regarde si on a d'autres questions. Hem Et ben, on n'a pas d'autres questions. Il y a ici
les coordonnées téléphoniques que je vous laisse relever et puis s'il laisse 8 minutes, Pierre, est-ce que je déroule l'exemple rapidement? Oui, bien sûr. Je pense que tout le monde a eu le temps de relever les coordonnées et je vais, remonter à l'exemple. Alors là, c'est l'exemple d'une très grosse copropriété, mais, je l'ai prise, bon, d'abord parce qu'on vient de la livrer, mais aussi parce que, elle est, à mon avis assez intéressante parce qu'elle génère quasiment pas d'économie d'énergie en euros. Hem, Elle fait plein d'économies d'énergie, mais c'est que c'est un grand ensemble de 1 100 logements et seules 2 copropriétés de ce grand ensemble ont décidé de faire les travaux de rénovation énergétique. Or, le chauffage est partagé au niveau du syndicat principal des 1 100 logements, donc les 200 ne voient pas leurs économies d'énergie et pourtant ils sont extrêmement satisfaits, sur le gain de confort essentiellement. Bon, c'était un cas classique, une copropriété, qui est un petit peu vieillissante en façade, un peu de mousse, un peu de fissures, des taches, pas la catastrophe, mais elle est vieillissante et c'est le moment d'agir. Heu, donc, bah, il lance un programme de rénovation globale sur lequel on a fait l'isolation par l'extérieur. Alors évidemment, j'ai cité des cas où on n'isole pas par l'extérieur. C'est souvent difficile quand on a comme ici des balcons filants, parce qu'on va perdre de la surface de balcon. Donc parfois on isole, sur une isolation plus mince, parfois on n'isole pas du tout, c'est ce qu'on a fait ici. Donc évidemment que là on perd, des économies d'énergie. Remplacement des garde-corps, isolation de la toiture, isolation des menuiseries privatives d'origine et cetera et tout ça, ça a conduit à un programme de travaux qui a été assez peu subventionné par rapport à ce qui se fait maintenant. Parce qu'évidemment, vu qu'on vient de la livrer, ça veut dire que le programme de travaux, ils l'ont voté il y a, 1 an et demi, presque 2 ans. Donc donc on est sur, un programme qui était nettement moins aidé que ce qui se fait, maintenant. Ils étaient à 3,8 millions de programme global pour les 216 logements, avec un peu d'aide collective. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, il y en aurait beaucoup plus, des aides individuelles et un reste à charge. Et ce qui est important de voir, c'est que pour un logement qui avait une grosse quote-part, un logement d'un 20 alors ça, c'est un logement qui devait changer toutes ses fenêtres. C'est pour ça que la quote-part était élevée. Évidemment qu'un logement qui avait déjà changé ses fenêtres avait des quotes-parts beaucoup plus faibles. Eh bien, ils étaient sur une mensualité de prêt de 140 € et 120 après économie d'énergie et subventions. Et pour les ménages à bas revenus, très modestes, on est à 140 € de remboursement, mais seulement 45 après subvention et économie d'énergie, donc ça fait un effort qui est assez modeste. Je vais peut-être pas aller plus dans le détail et je peux toujours montrer la vidéo en fond d'écran pendant qu'on prend, il y a 2 personnes qui lèvent la main, je ne sais pas si c'est pour prendre la parole ou poser une question. Allô? Ah, Pierre, J'ai oublié, oui, ah j'ai pardon. oublié d'allumer mon micro, Ah ça excuse-moi. va. Et je parlais dans le vide. Il y a deux personnes qui ont levé la main, mais on n'a plus assez de temps puisqu'il va y avoir D'accord. l'atelier suivant. Donc, un petit message de participant. Merci beaucoup pour cette présentation. Petite précision néanmoins sur le fait que Cnova intègre bien l'ingénierie financière dans son accompagnement. Très bien, merci. Bon, je ne commente pas, Cénova vous le dira mieux que moi. Merci monsieur Claustre. Si vous voulez, je sais pas, c'est vous qui faites la permanence sur le stand d'IDF Énergie? C'est plutôt des collègues en général, j'y suis parfois, et D'accord. puis sur la permanence, si, je sais que quelques personnes selon leur, navigateur internet ont eu du mal à se connecter, Oui, téléphonez sinon. oui, et puis ne pas par Explorer. Ça, D'accord. parce qu'on s'est rendu compte que les vidéos, donc soit le son, soit l'image ne marche pas sur Explorer. Donc, prenez plutôt, Chrome ou, enfin, ou peu importe, mais pas Explorer. D'accord. Donc, merci beaucoup monsieur Claustre. Si vous avez des questions à poser encore à Île-de-France Énergie, n'hésitez pas à les poser sur leur stand. Sinon, vous avez un numéro de téléphone, une adresse mail, vous pouvez, les contacter. Vous pouvez aussi les contacter par le biais du secrétariat de CoproService, on vous mettra en relation. Merci monsieur Claustre pour, votre disponibilité cet après-midi Merci à vous. et on va passer à la formation, suivante. Bonne Heu, journée. on on laisse peut-être terminer, Allez. la vidéo, il y en a pour, peut-être 2 minutes. Si c'est 2 minutes, oui, ça doit être à peu près ça. Oui, il y en a pour, 2 Ouais. minutes là. Bah, je peux décrire rapidement. Là, on voit l'isolation, alors des ce qu'on appelle les chambres avancées, mais pas des fonds de balcon. On est en laine de roche, on ne n'isole pas en polystyrène parce qu'on considère que c'est pas recommandable à plusieurs titres. Hem
Là, on voit d'ailleurs les restes d'échafaudage. On est sur de l'isolant calé, chevillé, ce qui est assez classique. On a ici fait de la laine de roche avec un enduit mince par-dessus. Là, on voit le traitement des ventilations, puisque dans le logement, ils avaient des problèmes de ventilation, comme très souvent, et des problèmes de confort avec pas mal d'endroits où ils avaient froid dans leur logement. Et les ventilations étaient une des causes de ce froid. Et là, on voit la nouvelle apparence de ce bâtiment, qui avait une apparence de bar qui est un peu séduisante aujourd'hui, qui attire moins les acheteurs. Et aujourd'hui, les propriétaires nous disent que les ventes qu'il y a eu se sont faites à des montants nettement plus élevés que ce qu'ils faisaient avant. Hem, là, sur les endroits, les barres de corps sont en barodage ou en verre. Voilà. Merci. Euh, Merci à vous et je vais vous laisser. C'est vous qui me coupez ou c'est moi qui arrête? non, allez-y, allez-y. Non, non, allez. Au revoir. Au revoir.